Bonjour et bienvenue dans ce point lecture de mars. Écoutez, encore un bon mois de lecture. Voilà, alors oui, c'est un peu plus léger que le mois précédent côté lecture puisque je n'ai que 6 livres. Bon, après, il y a 4-5 pavasses, hein, enfin 4 beaux bébés de à peu près 500 pages. Ah va. Écoutez, entre mes choix et ce que vous m'avez influencé, je trouve que pour l'instant, ça se tient très bien. C'est ce que je dis depuis le mois de janvier. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois. Mais écoutez, enfin vos coups de cœur que vous m'avez recommandés se portent très très bien. Voilà, alors je suis très très contente encore. Alors le mois prochain, vous verrez, pas plus tard que demain, puisque normalement, ou après-demain, parce que désormais, comme vous le savez, à partir de avril, il y aura 3 vidéos par mois, donc la pile à lire le premier jour du mois, le point lecture le dernier ou l'avant-dernier jour du mois, donc on va dire entre le 29 et le 31 du mois, comme ça vous avez appuyez sur la clochette, comme ça vous l'ouvrez pas, et le 15 automatique, il y aura les favoris de l'univers de Lisa, donc ça peut être, ça va du cinéma à la série télé, de la bouffe à la beauté, à un objet, à une expo, bref, à n'importe quoi. Donc j'ai décidé de le réimplanter parce que je trouve que c'était sympa de le faire avant et que voilà et que j'avais envie de ne pas laisser la chaîne qu'avec 2 vidéos par mois et que en plus c'est vraiment l'univers, mon univers, c'est-à-dire si vous pensez que je ne fais que lire et que je sais rien faire d'autre, c'est bête parce que je fais autre chose, voilà, donc je me suis dit que ce serait agrémenté, un peu sympa, un peu plus léger entre 2 vidéos de livres exclusivement, et voilà, il y aura peut-être de temps en temps, j'ai bien dit de temps en temps, des vidéos, vraiment si j'ai un coup de cœur absolu sur un livre, où j'en parlerai plus longuement, ou s'il y a vraiment un sujet littéraire ou une question qui est soulevée, qui m'intéresse plus ou qui m'interpelle, etc., je le ferai. Par contre, tout le reste passe sur Patreon, je le répète, hein, pour les gens qui n'ont pas peut-être écouté les autres. Tout ce qui est mes lectures des années 80, 90, 2000, ça va être sur Patreon en audio. Tout ce qui était les thématiques historiques, ça passe sur Patreon. C'est en accessible gratos, hein. Patreon et SoundCloud, et ça sera distribué sur mon blog pour les personnes qui ne lisent que le blog, hein, parce que j'ai des gens qui ne lisent que le blog, donc je veux pas les priver de ce que je fais, ils le savent et ils me l'ont demandé, donc je le mets. Mais tout le reste, ça passe ailleurs. Voilà, parce que effectivement, c'est pas la peine que je fasse des montages qui me prennent des fois 3 heures, parce qu'il faut mettre la bonne vignette au bon endroit quand je finis de parler. Voilà, je préfère largement faire autre chose, lire, dessiner, faire du crochet, faire de la photo, buller sur le balcon, aller me promener, etc., que de rester collé devant un ordinateur à faire des montages. C'est tellement peu moi que bon, voilà. Alors, écoutez, on va commencer tout de suite avec le premier livre, et puis, oh, ça va aller vite, vous allez voir. Alors, le premier livre que j'ai lu, c'est un livre qui était de mon choix, que j'avais repéré dans un transport en commun, quelqu'un qui le lisait. J'avais été attirée, je dois l'avouer, hein, par la couverture qui montrait le viaduc de Millau, que je connais, pour l'avoir emprunté quelques fois, et que j'aime bien. En plus, vous savez que j'aime l'Aveyron, donc voilà, vous savez très bien que c'est un endroit que j'aime beaucoup, un département. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça a l'air pas mal. Ensuite, je me suis renseignée, comme d'habitude, et sur sur la 4e, et j'ai vu que, en fait, la romancière, c'est un nom d'emprunt parce qu'elle ne voulait pas qu'on mette son vrai nom. Donc, j'ai trouvé ça très agréable qu'elle demande à la maison d'édition de le faire. Je trouve ça toujours agréable. Enfin, moi, je comprends la démarche. C'est-à-dire que je suis tellement peu dans la démarche de
de gloire, de voir ma tronche et mon nom partout, d'avoir ce côté un peu égocentrique de certaines personnes qui veulent être connues, avoir des likes, être adulées, avoir des fans, avoir des machins. Je suis tellement peu dans cette optique en fait depuis que je crée moi-même. Donc depuis que j'ai une dizaine d'années, 10-12 ans, que je crée des choses, que ce soit la photo, l'écrit et les arts plastiques, c'est tellement peu moi que j'ai apprécié ça. Alors, on est donc avec 106 jours, les carnets d'Alice Azevedo, de Camille donc Soulaine. Voilà. Si elle passe par là, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, ce roman en fait est principalement une petite fille, donc Alice est une élève de CM2 de Bagneux, et un jour, elle et 20 autres de ses camarades de classe sont amenés dans un avion, visiblement l'avion présidentiel, dans un abri anti-atomique appelé le Vialar, donc sous le plateau du Larzac dans l'Aveyron. Alors 20, enfin ils sont 21 parce qu'il y a quelques élèves qui ne sont pas venus du fait, et on comprend assez rapidement, que leurs parents ont préféré les garder auprès d'eux. Alors ces enfants vont être coupés du monde dans cet abri, alors de leurs parents bien sûr, des adultes en général, sans explication autre que celle que leur maîtresse qui les a amenés dans cet avion et en est sorti, les a assurés que l'on viendrait les chercher bientôt. Voilà, et qui comprendrait. Alors Alice, sur la proposition d'un brainstorming de ces enfants-là, va décider de tenir un journal caché au début, pour tenir compte de ce qui se passe. Alors c'est effectivement les 106 jours qui vont s'écouler pendant le laps de l'écriture. Elle va trouver ses carnets dans un endroit aménagé, puisque très rapidement ils vont évidemment fouiller l'abri. Il y a des pièces qui sont verrouillées par des codes digitaux qu'ils n'ont pas. Et tout le reste est aménagé en fait en différentes pièces. Alors il y a la cuisine, la buanderie, il y a plusieurs chambres aménagées, il y a une médiathèque très bien fournie, il y a une pharmacie avec tout ce qu'il faut là où il faut, etc. Bref, il y a la bouffe, évidemment, il y a une pièce dédiée qu'à la cuisine, enfin en tous les cas à tous les ingrédients qu'il faut faire pour la cuisine. Alors au début on se doute bien, c'est des gosses, donc ils vont se jeter sur les chips, sur les plats cuisinés tout frais, enfin des trucs très faciles à manger. Donc ils constatent qu'il y a suffisamment de choses, y compris même un vestiaire, pour tenir de longs mois, etc. Et au début, elle ne sait pas pourquoi, d'ailleurs les autres non plus, pourquoi ils sont là, mais ils vont essayer de s'organiser petit à petit. Alors on sait qu'on est en 2048, que la situation dehors s'est tendue, que visiblement il y a eu un appel à la population pour se mettre à l'abri parce que il y aurait eu un missile atomique, en tout cas nucléaire, qui se serait pointé sur la France. Au fil des petites discussions qu'elle tient sur son journal, on comprend que c'est un pays en 2048 qui est sous une censure omniprésente, qu'il n'y a qu'un seul parti, qu'ils ont des puces sous la peau, pour savoir ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas, qu'on a interdit toutes les religions, dans le privé comme dans le public, qu'il n'y a plus rien du tout qui se passe, qu'il y a des castes, et que les castes sont, entre guillemets, partagés entre deux niveaux, plus ou moins, puisqu'il y a les travailleurs et il y a les assistés, en fait, en gros, ceux qui... alors, elle les appelle pas comme ça, mais c'est vraiment plusieurs fois elle dit le mot d'assisté, c'est-à-dire c'est ceux qui n'ont pas de travail, qui touchent quelque chose de l'État, mais en gros, c'est une seconde zone, voilà. Il y a de l'autorité surtout, on comprend très bien qu'ils sont supra surveillés à tout moment.
Et donc cette gamine nous offre sa voix sur ce monde post-apocalyptique en fait qu'elle a connu avant et maintenant qu'elle est dans le bunker. Alors c'est un roman qui a hauteur d'enfant. Voilà, c'est un roman qui est écrit par une gamine de 11 ans qui essaie de raisonner un peu comme elle peut. En plus, c'est une très bonne élève, donc elle essaye de tenir le journal comme une bonne élève. Elle essaie de ne pas faire de fautes, par exemple, etc. Et très vite, ces enfants vont faire une société miniature. Donc, ils vont commencer à d'abord aider. Et puis, on s'aperçoit très vite qu'il y a ceux qui aident, ceux qui nettoient tout le temps, ceux qui dirigent, plus ou moins, qui veulent diriger le truc, ceux qui pestent, ceux qui n'aiment pas, ceux qui menacent l'équilibre de la communauté, et surtout qu'il y a des clans qui se forment très rapidement, un peu comme à l'extérieur, et on sent le côté un peu organigramme directionnel naissant. Voilà, il y a deux groupes, il y a des leaders des groupes, enfin en tous les cas des clans, il y a ceux qui ne s'aiment pas, il y a les surnoms méchants, voilà, puis il y a les petites trames d'enfants, c'est-à-dire qu'on est vraiment avec une classe de CM2, donc il y a les petits trucs qui arrivent, les petits amourettes et les petits machins, alors on s'aperçoit qu'ils sont quand même bien en avance sur le... Ah oui, 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 ils sont bien en avance, ces gosses. On le voit maintenant, donc en 48, ils seront peut-être beaucoup plus avancés que ça. Et donc, le fait que Alice n'analyse rien, en fait, elle note. Elle pose des observations, elle, très souvent, elle dit, c'était comme ça, voilà, ou c'est comme ça. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas d'autre chose. Mais c'est un roman qui est fluide, qui est très simple, mais qui pose en fait des questions quand on lit en tant qu'adulte. Alors peut-être qu'un enfant n'aura pas la même vision que la nôtre, mais moi, c'est le truc, c'est que en fait, pourquoi, très rapidement, on se demande pourquoi ces enfants-là, pourquoi les sauver, pourquoi il n'y a aucun adulte qui est avec eux. Parce que généralement quand il y a une classe qui s'en va, il y a quand même un accompagnateur, à défaut la maîtresse, mais au moins un parent ou un accompagnateur. Et on en vient à se demander, mais est-ce que c'est pas une expérience en fait qui est faite pour observer pour un ultérieur conflit, ou est-ce que tout simplement Alice est en train de faire un cauchemar, elle imagine quelque chose. Et en fait ce qu'on ressent très vite dans le roman, c'est que c'est la solitude et l'absence qui manque à ces enfants. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'ils ont dans le bunker, les jeux, les habitudes qu'ils vont prendre, la façon qu'ils ont de pouvoir manger ce qu'ils veulent quand ils veulent, au moment où ils veulent, les règles qui s'imposent, les amitiés ou les amours qui naissent, les petits conflits, les petites vacheries qu'ils se font, c'est l'absence et la solitude, même quand ils sont en groupe. Et ça crée rapidement des micro-communautés, en fait, chacun, avec les tensions, bien sûr, qui vont éclater, jusqu'à ce que certains, un petit groupe, décident de sortir, après avoir étudié un capteur de l'atmosphère extérieure, parce qu'ils ont réussi à craquer les codes digitaux. On le comprend assez vite, hein, qu'ils essayent de savoir ce qu'il y a dans ces pièces-là. Et il y a un rebondissement que je ne peux pas vous dire, qui effectivement les amène à se dire, va falloir qu'on avance, il va falloir qu'on subisse les épreuves. C'est périlleux, mais c'est aussi fascinant de le faire, donc on y va. Voilà. Alors, il est vraiment impossible d'en dire plus sur ce roman, mis à part que c'est assez intéressant à lire, surtout parce qu'en fait, il est écrit et vu de la perspective d'un enfant qui ne savent pas comment ils vont s'habituer à ce nouveau monde, et s'ils vont trouver un nouveau monde, et est-ce que ceux qui sont restés en arrière, parce que c'est le gros point d'interrogation quand certains sortent, c'est savoir qu'est-ce qu'ils foutent les autres. Voilà. Et c'est un roman qui ouvre, et c'est ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un roman qui offre au lecteur son libre arbitre. Voilà, on a une opinion sur le style de Alice, qui d'ailleurs, je vous l'ai dit, hein, qui oscille entre la bonne élève, qui fait attention aux fautes au début, qui fait attention à la syntaxe, mais qui très rapidement prend des libertés avec la négation, parce qu'elle se dit, après tout, la maîtresse ne va pas lire le carnet, donc allez, au diable, les nœuds pas. On fait son pas, et puis on ne met pas le nœud, on s'en fout. Et puis sa façon de rabâcher des petits détails, elle est aussi
dans le bouclage, quelquefois, dans sa tête, elle répète beaucoup de choses, elle dit, il y a souvent des redites, donc je suis sûre qu'un adulte va dire « Oh là là, mais c'est pas possible » et tout. Non, non, mais il faut se mettre à la place d'un gosse aussi, voilà. Et elle se pose des questions simples, en fait, quelquefois un peu plus générales, quelquefois complètement sans solution, mais des enfants. Voilà, c'est vraiment des petites choses qu'elle se pose qui peuvent permettre au lecteur adulte que nous sommes de se les poser aussi. Voilà. Alors moi j'ai bien aimé ce voyage à côté de ces gosses. Et puis la façon dont, alors cette fois-ci la romancière, hein, je rappelle, euh, donne des choses sans expliquer. Voilà, il y a une fin effectivement dans le roman, mais une fin très ouverte. Mais vraiment très ouverte et qui interroge beaucoup sur la vision qu'ont ces enfants en tous les cas, de ce qu'ils ont perçu et ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas et ce qu'ils peuvent faire ou pas. Voilà. Donc vraiment, c'est un bon petit roman. J'ai vraiment passé du bon temps avec Alice. Donc ça s'appelle 106 jours, les carnets d'Alice Azevedo, donc de Camille Soulaine. Autre livre que j'ai lu, donc c'est un livre qui m'a été recommandé par Véronique Lee. Donc ça s'appelle Pas même le bruit d'un fleuve de Hélène Dorion, qui est donc une romancière québécoise, qui est, euh, qui est même au programme du bac français si je ne m'abuse. Alors c'est un roman qui est à la fois plein de poésie, de mélancolie, de réflexion sur la vie, sur la condition d'humain, en fait, pas humaine, mais d'humain, et en fait sur l'amour, en gros, l'amour physique, l'amour amoureux, l'amour amitié, l'amour maternel ou paternel, bref l'amour, voilà, celui d'une vie aussi par la même occasion. Alors on est en fait avec Anna, sa mère Simone, sa meilleure amie Juliette, sa grand-mère, et puis aussi un certain Adrien, qui est son père, Antoine, euh, et d'un autre père qui est un peu plus honteux, etc. Et donc Hélène Dorion, en fait, elle dresse des portraits fluides d'êtres profondément meurtris à différents niveaux, pour différentes raisons, et tout ça tout le long du fleuve Saint-Laurent. Alors on est au départ, on est avec Anna, dont la maman meurt. C'était une mère assez secrète, assez mystérieuse, assez distante, souvent triste, souvent ailleurs dans ses regards. Et Anna ne sait pas plus de choses sur l'histoire de sa mère, en fait. Autre que ce que son père lui a raconté, parce que quand elle demandait, sa mère disait toujours bah, va voir ton père, va le demander à ton père. Et en fait, elle navigue vraiment entre des souvenirs complètement flous et des bribes d'informations qu'elle a glanées ça et là sur cette mère, qui était présente tout le temps, constamment, mais qui n'était pas là. Voilà, vraiment autrement. Et en fouillant, bien sûr, en vidant l'appartement de sa mère pour le libérer, elle va trouver des carnets et des cahiers qui vont littéralement tout changer. Parce qu'en fait, Simone a eu une vie très intense avant son mariage avec le père, avec le père de Anna, donc Adrien. Elle a été follement amoureuse d'un homme un peu plus âgé qu'elle, qui était un marin, qui était fan de Dante et de sa Béatrice, ils se sont aimés passionnément et intensément et irrésistiblement, et ils étaient faits l'un pour l'autre, et c'était comme ça, et c'était pas autrement. Et le roman va osciller constamment entre le début du XXe siècle, vers 1908-1914, une catastrophe maritime de l'Empire of Ireland, donc en 1914, qui a fait des milliers de morts, etc. 1949, 58, 68, etc. Ça oscille avec plein de dates qui, en fait, font que Hélène Dorion a joué avec les lignes temporelles et laisse
en fait, le lecteur, et ça c'est ce que j'ai beaucoup aimé, ressentir un moment propre à l'histoire familiale à chaque ligne temporelle qui se mêlent et qui ont un but final. Hein. On ne peut pas vous dire pourquoi, mais voilà. Et elle relie tous ces destins entre eux. La redondante dans cette famille qui perd systématiquement ou presque systématiquement les hommes qu'elles aiment, qu'elles ont adorés pour une espèce de succès d'année qui ne se montrent jamais ou peu à la hauteur de ce qu'elles ont vécu avant, et donc elles sont un peu frustrées alors que pauvre garçon il fait un peu ce qu'il veut, souvent en plus ils ont bien compris qu'ils avaient été devancés, et elle comble les vides dans ce roman très régulièrement, en avançant comme ça par ligne temporelle, par réflexion de Hannah et sa copine, ou revenir sur les mots de Simone ou de sa mère, etc. Elle comble les vides, les zones d'ombre. Mais aussi, elle montre, et c'est ce qui est vraiment très beau dans ce livre-là, c'est les sentiments dont on hérite, dont on n'a pas vraiment conscience. Alors on appelle ça l'héritage émotionnel, etc., mais que ça existe. Et elle explique qu'en fait, il faut véritablement se défaire de ceci afin de ne pas reproduire le même schéma ad nauseam. Alors, c'est vraiment un roman qui est entre le fleuve, la poésie, l'art aussi, parce qu'il y a de l'art dedans, les sentiments, l'amitié, l'amour. Et Hélène Dorion, elle nous donne vraiment à lire un très très beau voyage entre la vie, en fait qui ondule entre le fleuve et la vie, parce que le fleuve est véritablement la colonne vertébrale du roman. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé ça, c'est-à-dire ce côté intergénérationnel d'un espèce de fil qu'on ne voit pas, invisible en fait, qui relie toutes les personnes d'une même lignée, qui héritent de choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été sues, et que malgré tout, il y a des peurs, il y a des volontés, il y a des blocages qui se posent sur la personne qui va venir une génération ou deux générations après, sans qu'elle en soit véritablement consciente. Mais qu'elle peut dénouer. Alors, c'est vrai qu'effectivement, quand on y pense, et très souvent, on le voit et on l'entend, moi qui fais de la généalogie, enfin j'en ai fait, ça fait longtemps que j'en fais, mais qui suis arrivée à faire un gros travail de généalogie sur de grosses parties de mes deux familles, enfin de mes deux côtés, c'est qu'effectivement, on comprend le processus de nos lignées, et quelquefois on se dit ah merde, c'est vrai, effectivement, c'est bizarre, moi aussi voilà. Et je pense que beaucoup de gens font de la généalogie pour essayer de comprendre leurs ancêtres, et peut-être trouver des questions qui les bloquent ou qui les étonnent, parce qu'il y a quelque chose qui se passe régulièrement, ou quelque chose qui fait qu'ils ont un ressenti et qu'ils ne comprennent pas. Et voilà. Et ce roman-là vraiment montre le poids que peut avoir un héritage, on va dire émotionnel, ou des non-dits, ou quelque chose qu'on a caché. Et vraiment, la fin, tout s'explique à la fin, on a bien compris, mais vraiment, c'est un très 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 joli roman. Voilà, c'était pas loin du coup de cœur. Je sais pas ce qui me manque pour que ça soit dans le coup de cœur, mais honnêtement, je vais le garder à part. C'est-à-dire que peut-être qu'à la fin de l'année, et je pense qu'il va me rester, mais je pense qu'à la fin de l'année, peut-être que je le réintroduirai dans les coups de cœur. Parce que pour l'instant, c'est pas un coup de cœur au niveau ni de l'écriture, ni de ce qu'on peut avoir en se disant oh là là, mon Dieu, mais ce truc qui m'a révolutionné. Non, je pense que c'est plus sous-jacent comme impression. C'est-à-dire, c'est quelque chose, je pense qu'elle. Enfin, en tous les cas, j'avais jamais lu Hélène Dorion avant, hein, donc je peux pas vous dire, mais qui s'instille en vous. Et, hein, il s'insinue doucement, et je pense que c'est un roman où on pense à des trucs après. Voilà. Donc écoutez, vraiment,
très beau roman, donc merci à Véronique. Donc pas même le bruit d'un fleuve, Hélène Dorion. Merci beaucoup de m'avoir fait découvrir cette romancière. Et puis écoutez, elle est poète aussi. Poétesse aussi. Voilà, donc écoutez, toujours très agréable de découvrir la littérature québécoise. C'est pas la première fois et à chaque fois j'ai vraiment passé de très 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 bons moments avec nos amis de la belle province. Alors, j'ai lu aussi, et donc je remercie bien sûr Nathalie. Oui, ah ben, vous savez que maintenant je remercie les personnes qui m'ont influencé, c'est leur faute. Hein. On est bien d'accord sur la question. Alors, Nathalie m'avait proposé l'année dernière, dans mon tableau Excel, l'attaque du Calcutta Darjeeling, donc de Abir Mukherjee. Alors, c'est un roman. Alors moi j'ai beaucoup aimé, hein, je vous le dis tout de suite d'entrée de jeu. Je l'ai carrément dévoré dans les transports en commun. Si bien que j'ai encore loupé 2 arrêts la dernière fois. Ah mais faut pas me faire lire dans les transports en commun, je vais finir par pas arriver au bureau à l'heure. Bon bref, non, si je fais très attention. Alors on est avec un certain Sam Widham qui a survécu aux tranchées, donc à la Première Guerre mondiale, et qui a d'ailleurs perdu sa jeune femme Sarah de la grippe espagnole alors que lui luttait pour sa vie dans les hôpitaux militaires. Et qui traîne autant de problèmes psychologiques que une certaine addiction à la morphine, voire carrément un peu à l'opium. Et un de ses anciens chefs, comparses, qui s'appelle Lord Taggart, clin d'œil, ça m'a fait beaucoup rire parce que j'ai un de mes personnages dans Noble Semaine en famille et Succession en famille qui s'appelle Taggart, qui est un des personnages préférés des lectrices et des lecteurs. Donc son ancien comparse, qui est un homme très influent en Inde, lui propose en fait de rejoindre le Bengale et donc Calcutta pour venir travailler avec lui. Alors il saute sur l'occasion, parce qu'en fait en gros il n'a plus rien à perdre en Angleterre, enfin en tous les cas il n'a plus rien en Angleterre, il veut s'éloigner et ça le ferait repartir d'un bon pied. Alors il arrive à Calcutta, Calcutta du 1919, voilà, donc l'empire britannique complet, colonial, et si vous avez des images de Calcutta qui vous viennent, généralement, c'est plutôt lié à Mère Teresa. Vous pouvez imaginer, dans les années 70, 80, 90, vous pouvez imaginer ce que ça pouvait être en 1919. Voilà. Alors il arrive, et c'est une ville qui est grouillante, qui est soit écrasée par la chaleur étouffante, moite, humidité à 100%, enfin 300%, et soit écrasé par la mousson où il pleut des hallebardes. Lui, il débarque là-dedans, et pas du tout adapté, hein, c'est un Anglais. Même s'il a connu les tranchées, donc il est adapté à ce côté un peu absolument fou. Voilà, dès presque son arrivée, on retrouve un homme mort dans une ruelle. C'est un homme riche, enfin c'est un homme visiblement riche, mais en fait un homme blanc, donc visiblement un Anglais. Et on va lui coller cette enquête, qui peine d'ailleurs à décoller par moment, mais on lui colle ce truc. Et rapidement, en fait, on va l'associer à un jeune sergent indien qui s'appelle Satyendra Banerjee. Et ce Sat, comme il l'appelle, sergent Banerjee, il est très malin, il est très observateur, il est très adaptable. Bon, son seul souci à ce pauvre garçon, et c'est sûr, c'est qu'il est un peu trop indien pour les Britanniques en place, et qu'il est carrément trop flic et trop anglicisé pour les locaux, enfin pour son peuple à lui. Et il se retrouve dans une position assez ambiguë, en fait, parce que... et alors, ça en fait un personnage hyper méga intéressant par sa vision qu'il a sur les exactions qui sont commises par les Britanniques, et donc les colons britanniques. Et alors, c'est un policier... un roman policier d'une trempe assez étonnante, pas commune du tout, parce que il y a un côté
euh, très suranné. Alors il n'y a pas ce côté, et tant mieux d'ailleurs je pense, qu'on trouve maintenant un peu trop dans les thrillers, dans les policiers, machin, c'est sans violence, sexe, et alors c'est celui qui passe enfin, le curseur le plus haut possible dans la torture, enfin, il y a des romans côté torture, sévices sexuels, ça envoie du bois à voir. Quelquefois, vous vous dites, vous êtes mal à l'aise. Voilà. Là, non. On est dans une enquête qui avance à un rythme assez lent dans la vie donc de cette ville Calcutta et de cette province du Bengale en 1919, tout le temps en arrière-plan. Et donc on découvre au fil de l'enquête, dans des apartés, au fil de l'eau, c'est le cas de le dire, il y a un fleuve, au fil de l'eau, la vie quotidienne, d'un côté comme de l'autre, hein, de toutes les strates de la population, la politique coloniale, le racisme très primaire, que ça soit au niveau des Britanniques par rapport aux locaux, mais aussi des locaux entre eux et par rapport à d'autres personnes. Et aussi cette attitude assez hautaine sur ce qu'ils appellent les indigènes, euh, sans compter, et je pense que c'est peut-être le personnage carrément principal, l'histoire de ce pays qui est l'Inde très diversifié, mais très codifié, très casté, on va dire, également. Alors, il faut dire quand même que le meurtre n'est pas quand même banal, hein. Un mec blanc, riche, assez puissant, qui est violemment tué à la sortie d'un bordel. Voilà, voilà. Évidemment, vous avez une attaque de train complètement inexplicable. Vous vous dites, mais qui, quoi? Voilà. Il y a un terroriste qui passe comme ça sous les radars, mais qui sait. Et puis cette lutte incessante entre le pouvoir, entre les politiques, l'armée bien dosée, la police, toutes les couches de la police, les Indiens qui travaillent pour la police, ceux qui ne veulent pas, ceux qui renseignent, et puis tous les moitié-moitié. Voilà, il y a un personnage qui est clairement moitié anglaise, moitié indienne, qui a le cul donc entre deux chaises et qui est rejeté des deux côtés, hein, parce que évidemment vous êtes métis, ça va pas le faire. Et vous mélangez tout ça avec la chaleur moite, les quiproquos ou en tous les cas les mauvaises interprétations de certaines choses, ça donne un très bon roman qui, ma foi, moi perso, j'ai bien aimé apprendre la vie de Wyndham avant, de Sat, et de voir leur positionnement, cette espèce de pas de deux qu'ils ont tous les deux, les soubresauts bien sûr de l'enquête, hein, n'oublions pas l'enquête, et puis bien sûr tout l'intérêt que ce cher Sam va développer pour une femme. Voilà. Moi j'ai vraiment passé vraiment un très bon moment en compagnie de tous ces gens, avec leurs idées, avec leurs idéaux, avec leurs errances, et ce lien bien sûr très intéressant entre les deux policiers et bien sûr l'enquête. Voilà. Donc franchement c'est un roman qui se lit assez facilement, assez vite, parce qu'on a envie de tourner les pages, parce que non pas que ça soit un truc dans le sens addictif, page turner absolu, parce qu'il y a un rebondissement toutes les fins de chapitre, absolument pas. C'est juste parce que vous êtes dans une ambiance, dans une écriture qui est agréable à lire, avec des personnages qui sont bien fouillés, bien mis en place, même si certains vont dire que c'est long, ou qu'il y a il y a des choses qui peuvent paraître un peu une certaine longueur dans la description d'un sentiment d'un personnage, d'un défaut ou d'une beauté physique de quelqu'un, mais tout cool, voilà, tout cool vraiment, et c'est vraiment très agréable cette attaque du Calcutta Darjeeling. C'est une série, donc je l'ai noté parce qu'il se pourrait que ça revienne un jour, que je lise le deuxième. Voilà, parce que j'ai tellement bien aimé.
que je me suis dit, bon voilà, c'est sans être un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture où vous passez du bon temps. Et merci beaucoup à Nathalie, qui le fait exprès dans les très bons livres. Ça veut dire qu'elle a de très bons goûts, hein, voilà. Mais vraiment, j'ai passé un très très bon moment à Calcutta. Voilà. Après, je suis comme Sam Widam, je ne suis pas du tout adaptée à ce genre de choses. Hein. Ah bah non, moi vous me mettez là-bas, je crève. Hein. Ah bah déjà mes intestins auraient foiré dès l'arrivée. Alors le reste, la moiteur, la chaleur, mon Dieu, je suis pas adaptée à ça. Ah non, je suis pas adaptée du tout. Vraiment, je suis pas adaptée. Il y a des pays où je suis pas adaptée. Si vous voulez me faire crever plus vite, vous m'envoyez là. Hein. Mais bon, écoutez, hein, voilà. Alors, juste après de Calcutta, je suis partie dans le Montana. Ah bah écoutez, moi je fais du grand écart. Donc j'ai lu Buffalo Blues de Keith McCafferty, donc il m'a été recommandé par Stéphanie75. Alors c'est un roman, elle m'avait prévenu, elle m'a dit c'est un 5e opus d'un duo d'enquêteurs. Écoutez, elle avait tellement eu un coup de cœur pour ce livre-là que je me suis dit, bon, bah tant pis, j'y vais, parce que c'est pas forcément facile quand vous prenez une série en cours, quand il y a des personnages récurrents. Alors, comme je n'ai pas lu les 4 précédents, je ne peux pas dire si c'est préjudiciable pour les interactions donc des 2 personnages. Un, Sean et l'autre Martha. Mais bon, écoutez, on va faire un peu ce qu'on peut. Je vais juger sur ce que j'ai lu. Alors, lui, c'est un enquêteur privé, / guide de pêche à la mouche, / aquarelliste. Ah bah, il fait tous les métiers, il est bien. Et elle est la shérif du coin. Voilà, on est dans le Montana. Et le roman, en fait, les lance sur la cause de la mort de plusieurs bisons qui se seraient précipités du haut d'une falaise selon une technique de chasse ancestrale, c'est-à-dire qu'on les pourchasse pour qu'ils sautent de la falaise et quick. Voilà, en fait, c'est le Buffalo Jump Blues. Le titre original, je crois que c'est Buffalo Jump Blues. Voilà, le saut des bisons. Alors, ça serait pas un souci majeur, hein. En gros, c'est un peu embêtant parce que les bisons, c'est des animaux protégés, que c'est quand même très très vieux sur la planète et qu'il faut quand même faire très attention à ces bestioles. Mais bon, on se dit, bah oui, ça peut arriver, il y a bien les moutons qui sautent comme des crétins. Voilà, on se dit, il y a un bison qui a sauté, tous les autres sont partis, voilà. Mais c'est ballot parce qu'en fait, sur la scène de crime, de mort de ces bestioles, on retrouve un Indien mort qui est clairement pas tombé avec le troupeau, pas passé ballot, et qui en plus a été transpercé d'une flèche. Alors ballot. Alors, McCafferty, il va offrir une double enquête, en fait, entre les bisons, l'Indien, et la recherche d'un amour entre guillemets perdu, puisque Sean, notre pêcheur à la mouche / aquarelliste / enquêteur privé, va être embauché par une femme d'une ethnie, en fait, tribu, je cherchais tribu, ça me venait autrement, qui veut retrouver un certain John Garçon qui court, donc qui était son amoureux de jeunesse. Et donc, au début, on se dit bien, du tout, il n'y a pas de rapport, etc. Et en fait, si, elles sont liées, et Sean, qui, alors visiblement, d'après ce que j'ai compris, et j'ai demandé à Stéphanie, est là le héros principal, plus ou moins, de l'enquête, alors que d'habitude c'est peut-être plus Martha et lui il est en appui, ça va le conduire à enquêter sur des enchaînements et des problèmes en tout genre, et voir le mettre sur vraiment la limite de la falaise, quitte à faire le bison, hein, à sauter. Alors, je vous ai dit, comme je ne connais pas les antécédents, je ne peux absolument pas juger de cet opus. Simplement, je peux dire que j'ai aimé l'équilibre, vraiment beaucoup aimé l'équilibre entre l'enquête, tous les à côté, et surtout les descriptions de cette nature qui est belle mais qui est rude, hein, qui est hostile. Hein. Le Montana, c'est assez hostile, c'est les grandes plaines, etc. Mais c'est hostile. Hein. Il fait un froid de gueux l'hiver, très chaud l'été. Enfin bon, bref, c'est pas du tout adapté encore à l'Isard. C'est quoi que si, quand même. C'est un peu plus adapté à la bestiole. Alors, c'est un roman qui est très immersif.
par moment, parce que on a l'impression, par l'écriture de McCafferty, de toucher les plantes, les arbres, la nature, mais de humer aussi. On a l'impression, à un moment donné, j'étais limite en odorama, moi. Et puis aussi d'y être. C'est-à-dire qu'il a une façon de nous jeter au milieu de ces grands espaces, de ces moments de pêche, de rivière, d'immensité absolue, qu'on a l'impression à un moment donné d'être posé sur un banc et de regarder ce qui se passe. Voilà. J'ai beaucoup aimé le personnage de Sean, qui n'hésite pas en fait à montrer ses doutes, à se questionner sur l'environnement, alors personnel et professionnel, et puis aussi ailleurs, puisqu'il est chasseur, enfin il est pêcheur. Voilà. Et puis il a un petit côté que j'ai trouvé assez décalé de temps en temps, moi ça m'a bien plu. Ouais, j'ai bien aimé ce personnage, en fait je pense que c'est le personnage qui m'a fait arriver beaucoup plus agréablement dans certains endroits. Et bon, alors après, il est clair qu'effectivement, McCafferty fait un plaidoyer et prône la sauvegarde des bisons, qui sont des légendes des Grandes Plaines. C'est des véritables bijoux des temps anciens, ces bêtes, je vous le dis tout de suite. Et puis, c'est des grands défenseurs, pourfendeurs de l'écologie et de l'écosystème dans lequel ils vivent. Comme tous les animaux qui sont des animaux entre guillemets sauvages, oui, bon, c'est pas à Hux qu'on va demander de faire ce genre de truc. Lui, à part son canapé, sa souris toute pourrie, son plaid, son machin, voilà. Mais ces animaux sauvages sont les meilleurs défendeurs de la planète, en fait, de l'écosystème qui est autour d'eux. Ils savent comment se comporter, ils savent que ça marche, ça on mange pas, ça on fait, ça on peut tuer, mais c'est normal parce que ça va réguler les trucs. Voilà, il faudrait laisser les animaux faire déjà. Et ils dénoncent aussi cette absurdité des décisions alors de l'État fédéral et de l'État central et de l'État en lui-même dans sa grande globalité aux États-Unis, puisque comme vous le savez, chaque État a des lois particulières, peut exercer certaines choses. Donc le Montana et donc le gouverneur du Montana qui a donc le pouvoir de son État peut faire des choses qui sont complètement hallucinantes, et McCafferty en met 3 couches, notamment sur l'élimination de ces bisons s'ils sortent de leur enclos large, parce qu'il est vaste l'enclos, voilà, du parc naturel du Montana, quoi, en gros Yellowstone, quoi. Alors vous vous dites, quand même, chouchou, c'est pas parce qu'il est allé se balader à 10 mètres que tu as le droit de l'abattre comme un chien, enfin bon bref, ça c'est encore des conneries des humains. Et bien sûr il parle des Indiens, il parle ces natives qui sont constamment en train de lutter pour garder leur tradition, garder leurs terres déjà, ou récupérer leurs terres, et notamment ces terres sacrées où il y a des pouvoirs ancestraux qui sont là, de cette espèce de magie, de culture, de croyances, etc. Et bien sûr des gens qui sont enterrés là. Voilà. Et franchement, alors je sais pas si, contrairement au Calcutta, je me lancerai dans la lecture du premier de cette série, mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture de l'auteur et cette façon de mêler toutes les thématiques qu'il aborde. Voilà, à la fois ce côté un peu nature writing, et puis enquête, et puis un peu décalé, puis les personnages, enfin les personnages entre eux, leurs relations, leur interaction aussi, voilà. Donc vraiment, écoutez, j'ai vraiment beaucoup aimé Buffalo Blues. Et puis, je dois avouer que depuis... moi je suis une grande fan de western. Oui, ça va, des westerns avec John Wayne, John Ford, Hathaway, toute la clique là de Henry Fonda. Enfin bon, oui, même les nouveaux. Voilà, moi je suis fan des nouveaux westerns. Je suis fan de western en général. Même moi j'ai adoré Horizon avec Costner, etc. Alors il s'est fait descendre son film de Kevin Costner alors que je le trouve absolument magnifique.
Je sais pas quand c'est, parce que c'est censé être 3 films, je crois. Mais c'est 3 heures, mais moi, les 3 heures, je les ai pas du tout vues passer. Je trouve ce film sublimissime, quoi. Très dur, très, très, très violent et très dur, mais magnifique, vraiment. Vraiment, je suis fan de western. Donc, un livre sur ça, enfin, sur cette immensité-là, Montana, etc., c'est quelque chose qui ne peut que m'attirer. Voilà. Après, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai une de mes copines aux États-Unis qui est amérindienne, en fait, qui est moitié native, moitié amérindienne. Non, elle est 3 quarts. Oh, bah, les 3 quarts. 3 quarts donc, des tribus de natives et un quart européenne, hein, parce que en fait son descendant est hollandais, enfin son aïeul est venu de Hollande, donc voilà, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a initié à ce genre de choses, à m'expliquer, c'est elle qui m'avait pointé dans les années 90, début 90, Louisa Laridge, parce qu'elle m'a dit, oh là là, c'est une sublime écrivaine, elle écrit sur notre peuple, enfin notre peuple, nos peuples, voilà, donc c'est quelqu'un qui m'a apporté des choses, et c'est vrai que peut-être que j'ai été un peu plus sensibilisée. Après, entre les westerns et elle, c'est sûr que j'ai été beaucoup plus sensibilisée. C'est-à-dire, c'est elle, par exemple, qui, à la fin des années 80, début 90, m'a expliqué qu'il y avait des cow-boys noirs. Chose que vous voyez pas dans les westerns et que vous ne savez pas si vous n'étudiez pas vraiment cette histoire-là. Et donc, elle m'avait envoyé des coupures, des photocopies de livres d'histoire chez eux, etc., de romans, machin. Et j'avais trouvé ça mais vraiment passionnant. Voilà, donc écoutez, Buffalo Blues, donc de Keith McCafferty. Écoutez, c'est un bon moment et j'ai vraiment apprécié ma lecture. Merci. J'ai lu le livre donc qui m'a été recommandé par OL et Madame, donc le fameux Planète sans visa de Jean Malaquais, que j'ai eu un peu de mal à trouver quand même. Je l'ai trouvé chez Libretto, mais j'ai eu un peu de mal à le récupérer. Alors, évidemment, ils me l'ont commandé pour 2 choses. Alors, Madame, parce que ça parlait de Marseille et de son histoire, et de la Seconde Guerre mondiale en gros, et Monsieur, parce qu'il a décessé le roman. Voilà. Alors, je les connais depuis très longtemps, etc. Voilà, et donc quand ils détestent un roman, ils me l'envoient en me disant vas-y, lis-le, on en discute. Voilà. J'adore. Donc là, nous sommes en fait dans le Marseille de 1942, donc qui est contrôlé, qui est entre guillemets sous contrôle du gouvernement de Pétain et Laval. Donc qui est en zone libre, hein, puisque la zone libre est tombée à partir du 11 novembre 1942. Avant que, évidemment, les nazis et les Italiens de Mussolini s'y installent. Et je dois avouer que déjà que c'est un peu ma période, période préférée en histoire. Habitant Marseille et connaissant très bien son histoire sur 2600 ans, je dois avouer que quand il m'a dit j'ai détesté, je me suis dit vas-y, envoie, je connais la période. Je connaissais déjà le Marseille de cette époque. Alors, il faut rappeler, peut-être que les gens le savent pas, j'en sais rien, mais bon, Marseille était un point de chute, alors déjà parce que c'est un port, hein, le point de chute de tous ceux qui voulaient fuir les persécutions, lutter contre la barbarie, ou tout simplement voulaient vivre en paix, ailleurs que sous les lois pétainistes / nazies de la zone occupée, même si la zone libre n'était pas forcément l'Eldorado, mais enfin en tous les cas on n'était pas sous le joug des nazis. Malaquais évoque pléthore de personnages locaux ou autres, souvent sous des noms différents, fictifs, mais des vrais personnages. Et tout ça, quand vous lisez, en tous les cas pour moi, j'avais l'impression que c'était effectivement échappé d'un roman provençal, parce que vous y retrouvez les petits et les gros larcins, la gouaille habituelle, les filles de joie, les filles tout court, les résistants, ou les collabos, ou les indiques, ou ceux qui en ont un peu rien à carrer, le bordel ambiant de Marseille.
Surtout que c'était dans le Panier, donc c'était un très 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 vieux quartier, c'est un des plus vieux quartiers de Marseille, et qui, alors maintenant c'est un peu un quartier bobo, slash artiste, slash très à la mode, hein. À l'époque c'était très très mal famé, hein. Voilà, avant que évidemment les Allemands décident de dynamiter le quartier et d'embarquer à peu près tout le monde. C'était un quartier très populaire, très 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 populaire, mais où se mêlait tout le monde. Voilà, vous aviez des gens comme lambda, comme vous et moi, hein, voilà, et d'autres qui faisaient partie de la petite mafia locale, du petit truc d'à côté, du petit voyou, machin, jusqu'au grand voyou. Voilà. Et évidemment, le rationnement pour chapeauter tout le truc. Hein. Là, et vous avez bien sûr la police locale, la mafia locale, bref, tout est local. Hein. Ah bah, ça, c'est local. Il n'y a pas plus local que ça, voilà, que cet endroit en plus. Et en fait, au travers des portraits qui sont dressés, du constat, ce qu'il fait, en fait, on voit l'être humain. C'est-à-dire dans toute sa splendeur et sa décadence, en gros, hein, c'est-à-dire vous avez les opportunistes, les flics qui aident, les gens qui aident, ceux qui n'aident pas, les louvoyants, enfin ceux qui, moi ce que j'appelle les opportunistes, alors c'est une autre définition, mais c'est celui qui retourne sa veste, c'est-à-dire alors le vent tourne de ce côté, on va mettre la bleue, on va mettre la rouge parce que c'est l'autre côté, voilà, c'est vraiment les louvoyants, enfin ceux qui louvoient entre les lignes. Vous avez les indiques. Alors les indiques parce qu'ils peuvent faire autrement, ceux qui sont complètement imbuvables parce que c'est des gros connards, hein, voilà. Vous avez les fachos de l'époque, vous avez les fonctionnaires qui sont réglo, ou ceux qui sont complètement carriéristes et qui veulent écraser leurs camarades, quitte à envoyer à la geôle quelqu'un qui n'a rien fait. Vous avez des résistants locaux un peu comme ils peuvent, les intermittents de la lutte, hein, j'aide pas, c'est un peu jour-nuit, jour-nuit, les intellectuels, les juifs, les communistes, les exilés, les pourchassés, enfin bref, vous avez toute cette faune extra-locale, en plus de la locale, mais extra-locale qui veut fuir. Alors, à défaut de ne pas subir les répressions, au mieux prendre un bateau et se casser. Voilà, alors souvent aux États-Unis, mais en tous les cas, partir le plus loin possible. Et en fait, Malaquais, il décrit en fait cette espèce de traque, cette espèce des conditions de vie, et lui connaît d'autant plus la partie qu'il était apatride, juif et marxiste. Alors on peut dire qu'il cumulait beaucoup, hein, pour la période. Ah bah si, marxiste et juif et apatride, vous cumulez là. Et qu'il sait bien sûr de quoi il en retourne de cette période, et c'est un peu la raison pour laquelle il écrit ça. Alors c'est un peu une pièce de théâtre, ça rentre, ça sort, ça passe, ça vient, c'est un peu fourre-tout. C'est très bien écrit, attention, hein, c'est pas, mais c'est à l'image de la ville de l'époque, hein, c'est-à-dire un espèce de joyeux bordel qui n'a pas arrêté, hein, depuis, toujours un joyeux bordel, des fois moins joyeux quand même, hein, depuis que nous avons nos amis les bobos, hein, ah mais non, ça, alors là, le pire c'est les bobos vegan écolo, alors là, là, on a atteint du summum. Hein. Ils sont pas adaptés à Marseille, ceux-là, les pauvres. Et ils vont pas arriver. Ils essayent de bouger la ville, mais c'est un mammouth. Hein. Donc, 2600 ans d'histoire, c'est compliqué à annihiler en 30 secondes avec tes graines de chia et ton lait bio d'avoine mixé 4 fois derrière en disant « Oh, mais c'est le nouveau truc hype, oh, ta gueule !» Voilà, donc non, mais sérieux, c'est vraiment très compliqué. Et... alors oui, on est d'accord, il faut faire quelque chose pour la planète, mais enfin, à un moment donné... et c'est vraiment l'impression que ça m'a fait, c'est-à-dire une espèce de pièce de théâtre qu'on verrait live, en lisant, où vous avez tous les personnages mixés sur scène, qui courent dans tous les sens, qui parlent, qui s'interpellent, etc. Alors, il a eu une très bonne idée de s'inventer à lui-même un avatar et d'ailleurs de s'y tenir pour d'autres personnages, hein, puisque en gros, il y avait pas mal de monde qui gravitait à l'époque à Marseille, hein, comme Varian Frey, Free, ou Fry, comme vous voulez, André Gide et toute la clique.
Et il rend un hommage très très appuyé à deux choses qui m'ont fait particulièrement plaisir. Un, à plusieurs organismes, dont l'American Rescue Committee est venu littéralement récupérer des gens. En tous les cas, une espèce de croix rouge, si vous voulez, américaine, euh, qui était là pour sauver. De toute façon, c'est écrit Rescue Committee, hein, c'est vraiment le comité américain de secours, hein, aux victimes, en tous les cas là. Et surtout, et principalement parce qu'il évoque le camp des Milles, qui est actuellement, enfin qui est depuis quelques années, longues années, un mémorial sur la déportation et les camps de transit dans le sud-est, puisque c'est un camp comme Drancy, hein, voilà, c'est un camp d'internement et un camp de déportation que moi j'ai visité quand j'étais au lycée. C'était une ruine, enfin une ruine, tout est, oui, ce que je peux appeler une ruine. C'était pas du tout un musée. C'était pas du tout parsemé comme c'est l'allée. Maintenant, c'est vraiment très didactique. Il y a un parcours de visite. euh, c'est propre. C'est un musée. Voilà. Alors, si vous êtes allé à Auschwitz, si vous l'avez vu avant et maintenant, ça n'a plus aucun rapport. On est bien d'accord. C'était dans son jus quand nous on y est allés. Parce que la professeure d'histoire connaissait un gardien, quelqu'un qui s'occupait de ce truc, de coup on était allé, etc. C'était vraiment dans son jus, c'est-à-dire que c'était même assez brut, hein, pour des lycéens, parce qu'il n'y avait aucune explication à part celle que nos professeurs nous avaient fait, euh, enfin faite en tous les cas, d'explication. C'était vraiment, voilà, on voyait la violence de ce moment-là. Il y avait des inscriptions sur les murs, des dessins, il y avait un petit théâtre de tous ces internés et déportés qu'on sait maintenant que, en gros, il n'y en a pas beaucoup qui sont revenus. Et maintenant, il y a des témoignages, voilà, vraiment, si vous avez eu l'occasion d'y aller, c'est donc près de Aix-en-Provence. Ça s'appelle le camp des Milles parce que c'est au lieu dit les Milles à côté de Aix-en-Provence. Donc voilà, c'est vraiment si vous avez l'occasion de le faire, c'est parce que vous passez dans la région. Bon, c'est pas Euro Disney, hein, c'est pas Disneyland, hein, on va se calmer. Mais si vous aimez l'histoire, c'est quand même à aller voir. C'est très important. C'est comme le musée de la déportation à Marseille, hein, qui se trouve donc au pied du Fort Saint-Jean, enfin dans l'Anse au Fort Saint-Jean. C'est des choses qui sont des choses de mémoire qui sont très importantes. Si vous croisez à Marseille actuellement, il y a au musée du Vieux-Marseille, donc au Centre-Bourse, une exposition de photos du Vieux-Marseille qui est formidablement bien foutue. Voilà, donc c'est très important. Alors évidemment, vous comprendrez bien que moi, j'ai bien aimé déjà l'écriture de Jean Malaquais. Il avait écrit un formidable roman aussi qui s'appelait Marseille, la bonne aventure. Bonne aventure. Il a écrit plusieurs choses sur la résistance, sur le microcosme, etc. Mais j'ai beaucoup aimé ce texte. C'est un truc que j'avais vu depuis des années, en fait, sur les rayonnages sur la ville de Marseille, euh, mais que j'avais pas pris le temps de lire, parce que j'en avais lu beaucoup plus, parce qu'il y avait pas mal de romans qui sortaient d'auteurs marseillais qui revenaient sur le sujet, etc. D'ailleurs, il y avait des polars marseillais qui revenaient sur cette période, évidemment, parce que c'est un vivier ce truc. Hein, voilà, si vous avez jamais lu Marseille Brultel, ou Marseille Brultil, un peu à l'est de Paris, c'est à peu près, voilà, évidemment, il y a un truc sur l'incendie gravissime qui s'est passé à Marseille dans les galeries Lafayette, enfin les nouvelles galeries à l'époque, enfin les galeries Lafayette, enfin bon, bref, ce genre de choses, mais c'est ce qu'on apprend à l'école d'ailleurs, qui a donné lieu au fait de la refonte, les marins-pompiers, machin, etc. Enfin voilà. Euh, mais c'est une période fascinante. Parce que vous avez tout dedans. En plus, vous avez le côté résistant, collabo, mafia, police, etc. Enfin, c'est un vivier, cette histoire-là. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ce texte. Alors, on en a discuté très longuement avec Olivier. Nous n'étions pas du tout d'accord sur certaines choses. Mais bon, après, est-ce que mon bagage de connaître l'histoire de Marseille sur
son entièreté et connaître Marseille, parce que lui, il connaît pas. Il est venu en vacances, il est venu visiter, on s'est rencontrés, on s'est fait visiter nos villes respectives. Il s'appelle pas OL pour rien. C'est pas pour Olivier, c'est parce qu'il est de Lyon. Il est un Gaune. Euh, et qu'il est venu au stade Vélodrome et que ça l'a bien emmerdé qu'on gagne en plus. Et en plus, il a vu que le stade était beaucoup mieux que le sien. Pique, petite pique. Je plaisante, mais bon, il a connu qu'effectivement le Grand Pama Stadium était moins que le... Eh ouais. Ah bah, on peut pas avoir le stade Vélodrome partout. Voilà, mais non, je plaisante, il le sait. Mais oui, c'est un très... Moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Après, je sais qu'il y a des gens qui vont pas du tout aimer ni le style, ni l'histoire, ni la façon de faire, ni... Voilà, je peux concevoir que c'est assez... Il y a tellement de personnages partout, c'est un espèce aussi, c'est par date, c'est chronologie. Un peu par moment, donc vous avez des passages où il y a vraiment comme un journal de bord, puis tout d'un coup vous vous retrouvez à un autre endroit, ça grouille, voilà, c'est grouille. Après, si vous connaissez pas Marseille, si vous connaissez pas le vieux Marseille, si vous connaissez pas, ça grouille, hein, c'est une vie qui grouille tout le temps, c'est même, je vous disais, un bordel, oui, c'est un bordel qui grouille et qui peut être très fatigant très rapidement, voilà, donc écoutez, moi j'ai bien aimé, voilà. Ce ne sera pas le livre de l'année, hein, on est bien d'accord sur la question, mais j'ai bien aimé et ça m'a fait plaisir de le lire parce que voilà, et en plus j'ai pu apprendre des choses à Olivier et Madame sur l'histoire de Marseille. Donc voilà. Ah bah écoutez, il n'y a pas de... on apprend à tout âge. Moi aussi, ils m'ont appris des trucs sur Lyon, bon, qu'on connaît plus côté résistant, Klaus Barbie, gna gna, mais voilà. Mais on a appris des trucs aussi sur certaines choses antérieures à Lyon. On ne connaît pas forcément l'histoire complète de toutes les villes de France, hein, à force, sauf à y être né. Voilà. Donc, mais bon, c'est comme ça. Et mon roman régional, comme tous les mois, hein, vous le savez, j'ai décidé que c'est comme ça et c'est pas autrement. J'ai lu donc Le Pain Rouge de Marie-Paul Armand, dont j'avais lu déjà 2 ouvrages, qui m'a été recommandé par la maman de Lila et je la remercie encore. Elle me sort tous les Marie-Paul Armand, elle m'en nomme encore 2 ou 3 et franchement, plus je lis cette écrivaine, plus j'aime beaucoup son écriture et sa façon de raconter des histoires. Alors, nous sommes avec Mathilde, qui est une toute jeune femme, qui vit dans un tout petit village non loin de Cambrai. Sa famille, ce sont des modestes paysans qui appartiennent à au seigneur du coin, un comte, qui est d'ailleurs le parrain de Mathilde, parce que en fait, elle est née le même jour que sa fille, que la fille du comte, donc mademoiselle Amélie, donc par conséquent il est devenu son parrain, et Mathilde, que l'on rencontre jeune femme, nous compte en fait les jours qui ont précédé 1789, donc on commence à 1788, et toutes les mois qui se sont enchaînés, 89, 90, 91, etc., toutes ces années suivantes, qui vont de la Révolution à la Terreur, évidemment, et bien sûr avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'attachement aux racines, aux croyances, aux traditions, et puis ce vent de liberté qui vient souffler, et puis ces incompréhensions, des décrets, des lois qui tombent comme un gravelotte, et de cette terreur de ces décrets en cascade qui emmènent des massacres au nom d'un nouveau nom qui s'appelle République, de l'interdiction de prier, de l'interdiction, en fait bref, toutes ces effets de la Révolution et de ces mesures anticléricales, antinobiliaires, etc. Mathilde, elle, en fait, en gros, elle vit sa vie dans son village. Elle est convoitée parce qu'elle est très jolie, notamment par le fils du comte, qui voudrait plus la trousser que l'épouser, on est bien d'accord sur la question. Et elle convoite, elle, un gentil garçon
Blaise, qui a été abîmé dans sa chair et dans son esprit, parce que en fait il a subi une brûlure sur la une des joues, et donc tout le monde se moque un peu de lui, et lui s'est retranché parce que en fait il a peur, et il n'aime pas qu'on se moque de lui, mais elle le trouve toujours très attirant, et elle va nous dérouler sa vie, on va dire, le fait qu'elle se jette sur lui un peu en lui disant bon maintenant ça suffit, son mariage, sa maternité, le tourbillon de sa vie avec les hauts, les bonheurs et les malheurs d'une vie familiale, et de cette vie à cette époque-là, mais elle n'oublie pas de nous raconter le tourbillon des années, c'est-à-dire le tourbillon de cette nouvelle, de ces nouvelles assemblées, de cette nouvelle république, de la terreur qui va arriver, puis des résistances de la population, au début carrément incrédule, face au fait que, ah bon, c'est terminé, mais pendant des siècles, on a subi la royauté, donc on a encore des habitudes qu'il faut se défaire, mais c'est compliqué, et bien sûr, à un moment donné, des erratiques décisions qui sont prises, qu'ils pensent, bien sûr, parce que personne n'a une vision à long terme. Nous, oui, parce qu'on sait ce qui s'est passé, mais eux, voilà. Et alors, comme dans les 2 précédents romans, Marie-Paule Armand plante ses personnages dans l'histoire du nord de la France, dans ce territoire qui est ballotté entre les accords, les guerres, les invasions, les traditions et tout ce qui va avec, et toujours avec des très jolis portraits de femmes et d'hommes, d'enfants aussi d'ailleurs, en l'occurrence il y a un petit garçon qui a un très joli portrait, et au fil de l'eau en fait elle évoque les dates marquantes de la Révolution française, qui a mis très longtemps à s'implanter dans le cœur des provinciaux, parce que Paris ça semblait peut-être plus facile, mais c'est très loin, et d'ailleurs on le voit, ils apprennent la mort du roi et de la reine quelques jours après ce qui s'est passé, donc évidemment, comme toujours, voilà, il y a un décalage. Moi j'aime beaucoup l'écriture de Marie-Paule Armand, qui est toujours fluide, qui est toujours adaptive, qui est toujours intelligente, qui est toujours bien documentée. Elle s'attache à nous donner des personnages qu'on va bien aimer, même ceux qu'on déteste, qui sont imbuvables, on les aime bien aussi, enfin on les aime bien, on leur foutrait 2 claques, mais on les aime bien, et bien sûr il y a toujours, dans les romans régionaux, il y a toujours une histoire, alors des fois c'est une bleuette absolue, des fois c'est une histoire d'amour qui est quasiment parfaite, et quelquefois on se dit ouais, ça fait quand même assez gros, mais qui est toujours contrebalancée par quelque chose. Et là, en l'occurrence, c'est contrebalancé par l'horreur de la terreur. Alors vous allez m'écouter, entre l'amour pur et la terreur, il y a une grosse balance, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, moi c'est pareil, quand j'ouvre un roman, et notamment en plus Marie-Paule Armand, je trouve que c'est des romans régionaux, en plus là, historiques, plantés, dans un décor et plus dans un métier. Quelquefois c'est que dans un métier comme les corons, etc. C'était vraiment, alors il y avait une époque évidemment, mais c'était plus pour le métier. Là c'est vraiment très peu sur le métier de paysan et de machin et de seigneur, de ce que vous voulez. C'est vraiment sur l'époque vraiment qu'elle s'est basée. C'est facile à lire, il y a des sans avoir beaucoup de notions sur la Révolution française, et Dieu seul sait que vous savez que c'est pas du tout ma période de prédilection. Alors à part les années de la terreur où je connais mieux, et Camille Desmoulins parce que je l'adore, les autres, voilà, enfin, je connais les dates clés, quoi, comme tout le monde que vous avez appris à l'école, hein, voilà, pas plus, pas moins, et peut-être un peu plus dans la terreur quand même, mais bon, mais je trouve que ça constitue toujours une vision intéressante. Ces romans régionaux, quand ils attaquent à une période d'histoire et qu'ils nous balancent dans une période d'histoire, et Daniel Croze le fait très bien sur l'Aveyron, je vous cite souvent Lendemain de Libération, sur les gens qui sont partis au STO et qui sont revenus, et la réputation qu'ils pouvaient avoir, alors qui était fausse, hein, on est bien d'accord sur la question, mais ayant eu un grand-père qui est parti 1 an au STO et qui s'est caché après pour pas y repartir, je peux comprendre ce qui était. Donc c'est vrai que quand il y a des romans régionaux qui sont vraiment basés sur une période, et que la période est vraiment la clé de voûte du roman, moi je trouve que c'est très intéressant. Et en plus avec l'écriture de Marie-Paule Armand, c'est un bonheur. En plus, elle a une vision très intéressante du Nord à cette période-là, et franchement, je vais continuer parce que vraiment j'aime beaucoup,
beaucoup cette écrivaine, vraiment. Donc j'en ai repéré 2, enfin on m'en a donné, la maman Lila m'en a donné, non 4 elle m'en a donné, et il y en a un qui m'intéresse. Alors elle m'a dit attention, vous savez, c'est une grosse partie, une grosse histoire d'amour, je suis pas sûre que... Je dis ah vous inquiétez pas, avec Madame Armand ça va passer. Oui, il y a des auteurs qui arrivent à me faire passer des trucs, hein, donc comme quoi voilà. Donc ça c'était Le Pain Rouge de Marie-Paul Armand, et c'était le dernier que j'ai lu d'ailleurs, je crois, je sais plus. Oui, si, c'est le dernier. Et écoutez, voilà. Voilà. Non, c'est bien. Voilà. Mhm. Ah bah écoutez, hein, moi j'ai trouvé que le mois était très sympathique. En plus, il y avait un peu de tout, révolution, grande guerre, seconde guerre mondiale. On est parti dans le Montana. On est allé en Inde, on s'est enterré sous un abri atomique, donc du coup maintenant on sait à peu près comment on peut faire. Ah bah si. Et puis écoutez, moi j'ai passé vraiment un bon mois de lecture encore. Je dois avouer que je vous dis, je suis vraiment très contente de mon début d'année parce que je lis des très bonnes choses. Après le mois d'avril, il y a sûrement des très bonnes choses qui vont arriver parce qu'il y a quand même... il y a quand même pas mal on va dire, de choses très intéressantes pour le mois d'avril. Alors évidemment, hein, je tease un peu, mais je dois avouer que j'ai très très hâte de lire le Bernard Schlink et de lire l'opus 11 des aventures du département V, écrit à 6 mains quand même. Voilà. Et parmi vos influences, je dois avouer que les 4 me tentent énormément. Voilà, donc 4 et demi, puisqu'il y en a un que j'avais déjà repéré, mais qui m'a été confirmé par une de mes copines. Donc voilà, on va dire que c'est 4 et demi. Mais écoutez, si je continue à avoir des si bonnes lectures que ça, je vous l'ai déjà dit, vous allez y retourner l'année prochaine à cette histoire de trucs. Hein. En plus, vu que j'ai donc maintenant, j'en suis à 107. J'avais 107. Donc là, maintenant, j'en ai moins. Mais je pourrais pas tous les passer. Je crois qu'il m'en reste 80... Je sais plus. 86, un truc comme ça. Je sais plus. Donc, ce qui voudrait dire, vu que nous sommes, que avril est terminé, que donc ça sera pour mai que je ferai mon tirage vers le 20 avril. Généralement, je tire vers le 20 avril sur le Excel pour avoir le temps de trouver les bouquins, etc. Et puis aussi d'avoir la possibilité de me dire, oh bah non, le mois prochain, j'ai pas du tout envie de lire ça. Voilà, moi je choisis les thématiques au feeling. Voilà, au milieu du mois, je me dis, plus envie de lire ça. Voilà, donc c'est vraiment le feeling et les mots-clés. Je les fais vers le 20, 22, 20, 25 avril. Enfin, le 25, 20, 25 du mois pour pouvoir avoir la possibilité de trouver les bouquins rapidement. Surtout que c'est des poches, alors généralement ça va assez facilement. Mais je pourrais pas tous les passer. Voilà, parce que on est en mai. Vous savez très bien qu'en décembre, généralement, je lis très peu ou je lis des trucs que vraiment j'ai repérés depuis un moment. Là, je sais ce que je vais lire en décembre. Non, la fille sait ce qu'elle va lire en décembre. Si, parce que celui-là, le Papa Noël va me l'apporter. Donc, mais j'ai déjà fait ma commande au Papa Noël, hein. Il faut qu'il s'y prenne à l'avance lui. Sinon vous connaissez pas le Papa Noël, toujours à la dernière minute. Donc voilà, donc ça sera impossible de passer tous les bouquins que vous m'avez recommandés. Donc forcément, vu comme ça se passe maintenant et si ça continue encore sur un mois ou deux, je sais que je vais continuer l'année prochaine. Donc j'agrémenterai. Je virerai tout ce que j'ai pris déjà, et puis je garderai ce qui ne sont pas sortis, et puis je vais vous demander peut-être au mois de septembre de me dire, remettez-moi un coup de Excel, rentrez-moi dans le tableur tout ce que vous voulez comme coup de cœur, poche, allez-y, ce que vous avez eu cette année, l'année dernière que vous ne m'avez pas encore mis, parce que voilà, alors peut-être que je ne ferai pas des 100% influence.
selon ce que j'ai, ou peut-être je ferai moitié-moitié, etc. Mais je dois avouer, vous voyez, en fin mars, que j'aime bien ce côté, je choisis un brochet ou un poche ou un livre qui m'intéresse, que j'ai vu là, que j'ai senti, qui me plaît, et de faire découvrir ce que vous aimez aussi. Ça permet de cerner ce que vous aimez aussi et pas forcément de lire que des choses qui vous intéressent pour vous faire plaisir à vous, mais pour m'ouvrir aussi à d'autres choses que j'aurais pas pensé lire, hein. Personnellement, depuis le début de l'année, il y a des bouquins, je les aurais vus sur l'étal de la librairie, je les aurais pas forcément pris si vous ne me les aviez pas recommandés. Voilà. Donc écoutez, d'ici là, portez-vous bien, on se donne rendez-vous d'ici un jour ou deux pour la pile à lire d'avril, et 15 avril, le bilan des favoris de Lisa et de tout ce qu'elle a aimé, on verra bien. Et à la fin du mois d'avril, forcément le point lecture. Si vous voulez me suivre ailleurs, SoundCloud, le blog et Patreon, vous avez tout ce que je fais à côté et je peux vous assurer que j'en fais beaucoup, donc n'hésitez pas à aller me rencontrer ailleurs. Voilà. Et en plus on a un club lecture de la Cambrousse littéraire qui marche fort bien, où on se fait des zooms pour à la fin du mois se parler des bouquins qu'on a lus dans le cadre de la thématique du mois. Et écoutez, c'est très sympathique, on s'amuse beaucoup, on rigole beaucoup, et puis en plus on se rajoute des livres listes, ce qui n'est pas une bonne idée, mais ce qui est très drôle aussi, parce que elles le font exprès, je crois. Voilà, allez, bisous à tous, à bientôt, et n'hésitez pas, les commentaires, les pouces, ce que vous voulez. Mais écoutez, s'il n'y a pas de commentaires, vous avez bien vu que moins il y a de commentaires, moins il y a de vues, et moins il y a de likes, moins je fais des vidéos aussi, qui est absolument logique, hein. Voilà. Et puis surtout que j'ai pas le temps de faire une vidéo par jour, ou 2 vidéos par jour, semaine, ou 2 vidéos, ou 10 vidéos par mois. Ça, c'est pas possible, hein. Je peux pas. Je peux pas. Je privilégie toujours l'extérieur à l'intérieur. Enfin, l'extérieur. Ma vie intérieure, oui, mais pas rester collé à un écran ou à un micro toute la journée. C'est tellement pas moi. Mon Dieu que ce n'est pas moi. Ciao!